Très heureux de vous savoir avec nous sur BTLV Radio pour un nouveau live. Dans quelques instants, gros plan sur la planète Mars avec le journaliste scientifique Jean-François Pellerin. J'ai décidé de m'intéresser à la planète rouge. On verra d'ailleurs si elle est rouge, car c'est aujourd'hui qu'est sorti sur tous les écrans de France et de Navarre, Seul sur Mars avec Matt Damon. Bande-annonce. Vers 4h30 du matin, nos satellites ont détecté une tempête qui se dirigeait vers le site Ares 3 sur Mars. La tempête ayant atteint une violence extrême, nous avons dû nous résoudre à annuler la mission. Et pendant l'évacuation, l'astronaute Mark Watney a trouvé la mort. Ce journal sera mon témoignage. Je m'appelle Mark Watney et je suis toujours en vie, comme vous le voyez. J'ai aucun moyen de contacter la NASA, ni mes coéquipiers. Quand bien même j'y arriverais, il faudrait 4 ans à une mission habitée pour me rejoindre. Et j'occupe un habitat conçu pour durer 31 jours. Donc, face à cette situation accablante, je n'ai pas le choix. Je vais devoir en chier de la science. Bon alors, d'abord les chiffres. Je dois cultiver de quoi me nourrir pendant 4 ans, ici, sur une planète où rien ne pousse. Et si je trouve pas le moyen de contacter la NASA, tout ça n'aura servi à rien. Houston, nous venons de recevoir un message vidéo. Il est destiné à l'équipage. Passez-le. Mon Dieu. Mark Watney est toujours en vie. Un film à voir, hein, bien sûr, si vous vous intéressez à ce qui est sans nul doute la prochaine conquête de l'homme dans l'espace. Voilà pourquoi on en parle ce soir dans le live BTLV Radio. Le live BTLV, c'est tous les mercredis en direct avec Bob. Et oui, comme tous les mercredis, je reçois en direct et sans filer une personnalité spécialiste d'un univers. Ce soir, il s'agit de Jean-François Pellerin. Bonsoir Jean-François. Bonsoir. Ravi de vous accueillir, d'autant que vous sortez aujourd'hui, en tout cas rien que pour nous, hein, parce qu'en fait ça sortira le 29 octobre, Voilà. Embarquement pour Mars, préface de Thomas Pesquet. Alors, on le montre ici à la caméra, une aventure humaine d'exception racontée par l'équipage de Planète Mars, Mars Society. Ça, c'est une association qui s'occupe et qui se bat pour le voyage humain sur la planète Mars. C'est donc écrit par vous, mais aussi par Richard Edman et Alain Souchier. Il y a plein de documentation. Alors, ce qui est hallucinant, c'est que vous l'avez sorti à l'arrache, parce qu'en fait, on a découvert de l'eau il y a pas si longtemps sur Mars. Thomas Pesquet, donc l'astronaute qui va partir Voilà. très prochainement dans l'ISS, a préfacé et à la dernière minute a refait sa préface, hein, c'est ça? Voilà, c'est ça. Exactement. Et on a même rajouté le fameux Romain Charles en postface, qui a passé 500 jours dans un laboratoire à Moscou, une mission de confinement martienne. Ouais. On avait sorti ce livre comme première édition il y a 2 ans et demi, et compte tenu du succès, on a tout réactualisé et on a fait en sorte, c'est de faire le livre français de la Mars Society française, qui s'appelle l'Association Planète Mars. On est 3 auteurs principaux, plus une dizaine qui ont été des experts, chacun dans leur domaine. Et à force d'avoir des questions dans les conférences, on s'est dit, il faut sortir un livre pour répondre et pour contrer un peu toutes les objections du vol martien, parce qu'elles sont nombreuses, il en existe beaucoup. Donc on a fait un double travail, c'est la 2e édition. Et pour vous, c'est une grande première. Ouais. C'est le premier livre dédicacé. Il n'y en a pas en librairie avant fin octobre. Ah bah merci les gars. 29 octobre. Ouais, Voilà. je vais vous faire envie, parce que moi je vais le mater sans aucun problème. Alors, je voulais dire qu'à la régie, on a comme d'habitude Pipo et Bimbo, à savoir Mathieu et Max, qui sont là, qu'on voit bien sûr. Bonsoir. Vous pouvez réagir quant à vous. Les questions, elles sont possibles sur bob@btlv.fr. Vous avez également, pour réagir en fonction de ce qui est dit, les réseaux sociaux, là aussi vous pouvez poser des questions, le Facebook, Bob vous dit toute la vérité, ou le Twitter, #BTLV. Allez, Jean-François, on va mettre les pieds dans le plat tout de suite. L'homme sera sur Mars dans combien de temps? Une 20aine d'années, c'est ce qu'annonce à peu près la NASA? Alors, effectivement, quand on essaye de
mettre un curseur, de dire une date, en général, on a tendance plutôt à dire 2035. D'accord. Donc dans 20 ans, quoi. Voilà, dans 20 ans. Mais on est en train de réorienter certains scénarios au niveau international et certains parlent d'une arrivée qui serait pas forcément martienne, mais sur Phobos, satellite de Mars, dès les années 2031. D'accord. Hein. Il y a même Buzz Aldrin qui vient de créer un institut pour l'exploration martienne qui parle des 70 ans d'Apollo 11, donc l'arrivée de sur Mars en 2039. Donc, il se pourrait qu'on arrive sur Phobos avant d'aller sur Mars. C'est un peu ce qui est dans l'air du temps chez les scientifiques et chez les politiques. Pendant très longtemps, on a dit on va sur Mars. Mais maintenant, on veut jouer ce côté un peu camp de base. Quand on a fait l'Everest la première fois et quand on fait l'Everest, on a toujours cette notion de camp de base. Donc, comme c'est très complexe aujourd'hui en matière technologique de faire une rentrée atmosphérique martienne, puisque l'atmosphère est tellement tenue, est très très légère, donc un parachute, c'est très complexe pour faire un freinage. C'est ce que je vous disais en aparté tout à l'heure, la pression au sol sur Mars, c'est 6 à 8 millibars, au lieu de 1013 millibars sur Terre, donc c'est complètement dérisoire, c'est l'équivalent des 35 km d'altitude de la Terre, mais à la surface de Mars, en pression. Donc ça veut dire qu'il y a plein de travaux de parachutes supersoniques, etc. On a fait des essais. On les fait en très haute altitude, jusqu'à 56 km sur Terre. On a déjà fait 2 essais. Donc c'est très complexe de poser 10, 20 ou 30 tonnes, comme ça sera nécessaire pour amener des astronautes sur Mars. Pour l'instant, le record, c'est Curiosity, qui fait quasiment le poids d'une voiture. C'est 900 kilos, entre 900 kilos et 1 tonne. C'est le maximum de ce qu'on est capable de faire aujourd'hui. En plus, Jean-François Pellerin, il y a une fenêtre de tir. C'est soit quelques mois, soit des années pour aller sur Mars. Alors oui, alors ça c'est quelque chose par rapport au film, quand ils disent que on va secourir l'astronaute qu'ils ont cru décédé, alors, en fin de compte il avait survécu, et on parle d'une possibilité de secours pas avant 4 ans. Il faut savoir que le positionnement de la Terre et de Mars au niveau orbital, on a des fenêtres qui reviennent en fin de compte tous les 26 mois. D'accord. Donc c'est pour ça que vous avez dans l'actualité toujours des lancements. Là, ça va être prévu au mois de mars prochain avec Mars Inside, un engin qui viendra un petit peu analyser en profondeur le sol de Mars. Donc c'est tous les 26 mois. Donc on va avoir une flopée d'engins. Et ensuite, de 2016, on passera à 2018. Alors, juste pour comprendre, parce que je suis persuadé qu'il y a plein de gens qui disent comment ça se fait que parfois c'est quelques mois et parfois c'est des années. Qu'est-ce qui se passe dans le processus universel? Alors, dans le processus universel, certainement qu'il y a un père créateur de cet univers. Moi, j'en suis persuadé, parce que c'est tellement réglé comme du papier à musique, du papier. C'est extraordinaire comment tout est régi. Voilà, c'est ça le terme. C'est ce que disaient des astronautes d'Apollo. Ils étaient impressionnés de voir que tout est complètement à la seconde. On avait ce qu'on dit, je crois que c'est Einstein qui disait le hasard, c'est quand Dieu veut pas dire que c'est lui qui a fait quelque chose. Je crois que c'était ça. Je trouvais que c'était assez juste. Voilà, c'est un peu comme Carl Sagan, le grand planétologue et astronome décédé, quand il avait parlé du Hubble Space Telescope. Au moment de l'avant-projet, il avait dit on verra la main du Dieu créateur, du Père créateur de l'univers. Donc, alors pourquoi? Parce qu'il y a de la mécanique spatiale, c'est très complexe, et tout ça, c'est des problèmes de trajectoire, d'orbitographie, il y a des orbites paraboliques, il y en a qui sont hyperboliques, etc. Donc il faut pouvoir, une fois arrivé vers Mars, quand il y a le retour, il faut retrouver une période de conjonction planétaire, de positionnement des planètes, qui nous permet, en un temps optimisé, de pouvoir rattraper une trajectoire de retour pour revenir vers le bercail, comme disaient les hommes d'Apollo 13. Donc c'est tous les 26 mois. Ça, c'est vraiment réglé. C'est tous les 26 mois, fenêtre martienne. Et d'ailleurs, vous pouvez regarder historiquement dans le passé, ça fait 50 ans qu'on envoie des robots. Le premier, c'était Mariner 4 en juillet 65. Et vous regardez tous les 26 mois, il y a des lancements, et quelquefois par double.
Parce qu'il y a les Indiens, il y a 2 ans, c'était les Indiens et les Américains simultanément à quelques semaines d'intervalle, dans la même fenêtre martienne. D'accord. Pas mal de questions arrivent sur le Facebook. Avant de poser celle de Virginie qui parle de la ceinture radioactive autour de la Terre, visiblement qui pourrait empêcher les vols d'aller si loin, que je vous poserai. Mais combien de temps pour aller sur Mars si on arrive à passer cette ceinture? Alors, donc il y a plusieurs scénarios, j'en ai classé 3. Si on fait un parallèle avec Apollo, avant de mettre Neil Armstrong sur la Lune, on a fait une répétition générale, on a fait un tour de Lune complet avec retour sur la Terre. Bon, ça c'est un peu ce qu'on pourrait appeler un vol fly-by, aller-retour, mais on se pose pas. Ce qui a défrayé la chronique à l'époque, puisqu'il avait dit, ça y est, je peux vous le dire, le Père Noël existe bien. Voilà. Donc tous les adeptes une très belle phrase de l'un des hommes d'Apollo 13. Ben oui, on a pu croire à un moment donné que les extraterrestres étaient là. Voilà. Et donc, nous, pour Mars, le tout premier scénario, ça serait l'aller-retour Terre-Mars en 500 jours, 18 mois. D'accord. Et ce projet a été défendu, il est encore défendu, mais peut-être avec un peu moins d'engouement, par Denis Tito, qui est un ancien astronaute touriste et qui a été ingénieur de la NASA. C'est ce qu'on appelle Inspiration Mars. Et le but, c'était avec un couple de faire l'aller-retour en 18 mois, Terre-Mars, mais on pose personne au sol. Ah ouais. Voilà. C'est juste les boules, hein. Voilà, juste l'aller-retour. 9 mois pour aller là-bas et juste pas se poser. Oui, c'est extrêmement frustrant. Un peu comme Apollo 10, juste avant Apollo 11, Buzz Aldrin et Neil Armstrong. On a fait, il n'y a pas pire comme frustration, on a fait descendre le module lunaire avec 2 hommes à bord à 14 000 mètres, à 14 kilomètres. Ils ont vu sous leurs pieds des cratères et on leur a dit stop. Maintenant, on remonte et on s'amarre de nouveau au module Apollo et on revient vers la Terre. Ça va être frustrant. Là, c'est la plus grande frustration. On dit qu'on peut pas se poser, en fait, qu'on a peur de se poser parce qu'on sait se poser, mais on ne sait toujours pas repartir, en fait. C'est ça le problème? Alors, le premier problème de ce que j'avais expliqué, donc la deuxième approche, donc c'est le vol de 6 mois, mission de 500 jours au sol, retour 6 mois. Mais si vous regardez les vidéos, notamment de la NASA, de l'arrivée de Curiosity, on a appelé ça 7 minutes de terreur, parce que l'atmosphère de Mars est tellement ténue. Et si vous avez une question sur le champ magnétique, il n'y a pas de champ magnétique sur Mars. Vous n'avez pas, comme sur la Terre, ce qu'on appelle les ceintures de Van Allen, c'est qu'à une certaine altitude, comme la station internationale, vous êtes à peu près protégé au niveau des radiations, bien que vous ayez un niveau un peu au-dessus des travailleurs du nucléaire. On l'accepte pour les astronautes. C'est ce que disait, c'est ce dont parlait Virginie tout à l'heure sur la ceinture. Donc ça c'est la deuxième solution. Donc 7 minutes de terreur, ça veut dire que le freinage atmosphérique par parachute, méthode Apollo avec des capsules quand on revenait sur Terre, on peut le faire, mais ça a des limites parce que l'atmosphère nous freine pas suffisamment. D'accord. Donc Curiosity, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu parachute plus système de grue. D'accord. Avec un genre de largage, avec des liens. Et ensuite, on voit le véhicule monter donc sur 6 roues qui se pose en douceur au sol. Mais il y a tout un processus très complexe qui a fonctionné à la seconde. Mais c'est pour poser seulement 1 tonne. Pour donner un ordre d'idée, si un jour, dans une dizaine d'années, on veut aller chercher des échantillons de Mars et les ramener sur Terre, il faut envisager une masse de 3 à 5 tonnes sur le sol. D'accord. Si on veut envoyer des astronautes sur le sol, on est au-delà de 10 ou 20 tonnes de véhicules. Parce qu'il faut prévoir un véhicule retour, ce qu'on appelle dans le film le MAV, le Mars Ascension Véhicule, pour pouvoir remonter, avec le fameux stress aussi, l'angoisse, parce qu'il n'y a qu'un seul moteur de remonter, comme sur Apollo. On avait la crainte... Il n'y a qu'un seul moteur pour pouvoir remonter. Donc, actuellement, au niveau de technologie, on est très avancé par rapport au vol habité, mais on n'a pas atteint ce niveau de technologie pour faire rentrer dans l'atmosphère et poser en douceur déjà 4 ou 5 tonnes au sol. C'est ce qu'il faudra faire pour un retour d'échantillon. Alors, techniquement, on n'est encore pas au point.
on peut le dire. On commence à envisager quelque chose. En revanche, au niveau humain, on commence à s'y préparer parce que j'ai appris également que l'astrobiologiste français Cyprien Verseux vivait comme si il était sur Mars, lui. Voilà. Alors ça, c'est aussi un programme. Ça, c'est un domaine qu'on appelle les astronautes analogues. Bien sûr. Alors les astronautes analogues, ce sont des astronautes qui aimeraient pas la Terre, en fait. Qui aimeraient aller dans l'espace, puisque je peux parler de l'exemple de Lucie Poulet que l'on connaît, qui est administratrice de la Mars Society en France, qui a fait une mission de 120 jours sur le même site que Cyprien, qui lui va rester donc 365 jours. Donc ça, les astronautes analogues, c'est ceux qui préparent le terrain, qui préparent et qui nous donnent un retour d'expérience sur le confinement, sur les sorties en scaphandre, sur des déplacements avec des genres de véhicules, comme il y aura des véhicules pressurisés avec une genre de cabine sur Mars. On fait des plantations. Donc on se met dans le bain avec un isolement presque en conditions réelles, puisque vous avez, on va très loin, on va jusqu'à mettre des contrôleurs et on leur impose le quart d'heure, 20 minutes de décalage entre la question et la réponse. Ah oui, pareil. Voilà. Et parce qu'il faut un quart d'heure. Si, comme dans le film, quand Matt Damon dit « je suis de retour », alors s'il y avait eu quelqu'un qui l'écoutait tout de suite, c'est un quart d'heure l'aller. Putain, la discussion, c'est dur à entretenir. Pas toujours. Ça varie entre 3 minutes et une vingtaine de minutes pour le maximum. D'accord. Bon, pendant le trajet Terre-Mars, il y aura des moments où on pourra dialoguer plus vite. On n'aura que 3-4 minutes. D'accord. Mais une fois arrivé sur Mars, on a un bon quart d'heure. Ça, c'est clair, il y a un bon quart d'heure. Donc, il faut une autonomie quasi totale. Donc ça, c'est une nouvelle vision du vol habité. Sur la Lune, lorsque Neil Armstrong et Buzz Aldrin, ils étaient au garde à vous avec le drapeau américain, ils ont dialogué avec Richard Nixon. Il y avait un petit décalage pratiquement de 3 secondes. C'est ridicule. Qui est ridicule. Parce qu'il fallait passer par 2-3 relais en géostationnaire. Mais c'est comme en radio avec le satellite, quoi. Ça monte à 36 000 km, tant que ça redescend, il y a un décalage. On voit un très léger mouvement de désynchro entre les lèvres et puis le son. C'est parce qu'il y a plusieurs relais, souvent, pour la transmission. Dans l'absolu, un quart d'heure, c'est pas grand-chose, vu quand même la distance, quoi. C'est pas grand-chose, compte tenu que on est à plus de 50 millions de kilomètres de distance. C'est fou. La Terre est à 150 millions de kilomètres du Soleil, et la distance de Mars, c'est 225 millions de kilomètres. Bon, donc un quart d'heure dans l'absolu, c'est rien du tout. D'ailleurs, on le voit dans le film, il fallait qu'ils attendent la réponse. À un moment donné, il veut se montrer en photo, et puis ils utilisent des lettres de l'alphabet pour communiquer. Bon, on sent un décalage, mais on sent une véritable émotion des contrôleurs, et ça nous met déjà dans l'ambiance de ce que ça sera, le vol martien, avec des contrôleurs. Mais ça sera pas le même style de contrôle. En matière de mission, beaucoup de choses seront en autonomie, en indépendance totale pour les équipages, qui seront beaucoup plus nombreux que les équipages Apollo de 2 astronautes. Là, on sera à 6. Alors, on a découvert de l'eau sur la planète Mars. Donc, qui dit eau dit vie probable. En tout cas, ça alimente la rumeur. Est-ce qu'il est possible? C'est Mehdi qui me dit. C'est une question qui est arrivée aujourd'hui sur bob@btlv.fr. Je vous rappelle que vous pouvez continuer à les poser. Mehdi me dit, peut-il y avoir une vie sur Mars que nos appareils ne peuvent pas encore déceler? Alors, ce qu'il faut savoir, moi j'ai quelque chose de mnémotechnique qui permet de retenir facilement. Je viens de perdre un petit écouteur. C'est pas grave. J'entends plus Houston. Imaginez si vous étiez dans la navette. Voilà. C-H-O-N, chon. Ça veut dire carbone, hydrogène, oxygène, nitrogène, c'est-à-dire azote. C'est les constituants à minima qu'il faut pour la vie, plus de l'eau à l'état liquide à une certaine température. Mais il y en a qui vont vous opposer la vie telle qu'on la connaît nous. On peut l'imaginer autrement. Oui, c'est la vie telle qu'on la conçoit nous. Voilà. Donc on fait des recherches déjà par rapport à nous, à notre conception de la vie. Et ensuite, on est tout à fait conscient, c'est que sur Terre, on a trouvé des extrémophiles, donc des espèces et
des petits êtres vivants qui arrivent à vivre dans des conditions complètement de l'extrême. De même que dans l'espace, il y a ce qu'on appelle les tardigrades. Mais voilà, j'en ai en parlé, c'est Clairvoy qui m'en avait parlé ici. Les fameux tardigrades. Ça vit en dehors de la capsule. Voilà, quoi. ça vit en dehors de la Station Spatiale Internationale, ça n'a pas besoin de respirer. Donc là, on est vraiment dans une situation qui nous prouve... De vie extraterrestre. Oui, d'une certaine façon, c'est qu'on est rentré dans une démarche où la vie... Elle est plus uniquement telle que nous on la conçoit. On est peut-être un peu déformé. Mais voilà, c'est ça. On est tourné vers nous-mêmes. C'est peut-être une forme un peu de géocentrisme. Mais c'est ce que me disait Luminet, Jean-Pierre Luminet me disait ici, la vie telle qu'elle est, telle qu'on la conçoit nous, il est peu probable qu'elle se soit développée ailleurs. En revanche, elle peut s'être développée autrement. Le tardigrade, vous le mettez sur une planète, il peut y avoir du coup une colonie, on peut le laisser sur Mars, et puis il va peut-être faire sa vie et proliférer, et il y aura une vie extraterrestre, sauf que on a toujours, et c'est peut-être là aussi la curiosité de l'homme, envie d'avoir une vie qui ressemble à celle que nous avons sur la Terre. C'est peut-être plus rassurant d'une certaine façon. C'est peut-être parce que ça nous rassure. Mais on peut imaginer quand même, Jean-François, que dans l'univers, il y ait des planètes, on parle d'exoplanètes, qui ressemblent comme deux gouttes d'eau à la Terre, où la vie, ou chum, vous disiez, est réunie, sont réunis en tout cas, pour que la vie soit développée comme sur la Terre. Est-ce que ça paraît fou de le penser, de l'imaginer? Non, ça paraît pas fou de le penser, pour la bonne raison, c'est que toutes les recherches qu'on est en train de faire actuellement dans le domaine des exoplanètes, on fait un premier calcul, c'est qu'on fait des recherches dans les zones d'habitabilité. C'est-à-dire, on s'est aperçu que la Terre et Mars sont dans la zone d'habitabilité du Soleil. Et on fait les mêmes recherches pour les exoplanètes. On essaye de se positionner dans ces mêmes zones de recherche. Pourquoi ? Parce que c'est des zones où il y a pu y avoir de l'eau à l'état liquide, il y a pu y avoir à un moment donné une température adéquate pour engager un processus avec les premières chaînes carbonées, les premiers les acides aminés, etc., avec tout un processus qui amène à une vie peut-être très primaire, uniquement monocellulaire. Déjà, si on pensait multicellulaire, ça serait déjà extraordinaire. Sur Mars, si déjà on pouvait penser... Donc, il y a des gens dans le domaine de la prospective martienne qui sont à la fois inquiets sur l'activité humaine qui consisterait à contaminer Mars. Donc ça poserait un problème. Déjà, on a un peu pollué l'espace avec les débris. Déjà. On a un peu pollué l'espace. Même la Lune, on l'a pollué parce qu'on a laissé des choses. Alors oui, pour la Lune, on veut en faire des sites protégés où on interdira de marcher sur les empreintes de Neil Armstrong. Enfin, ils sont en train de réfléchir à la juridiction qu'il faut mettre en place. À ce propos, vous êtes au courant de la mission ou l'envie des Russes d'aller repartir photographier les empreintes pour savoir si elles y sont véritablement? Alors, les Russes... Il y a un parfum de guerre froide. Oui. Mais vous savez que Mars, c'est le dieu de la guerre. C'est le dieu de la guerre. Donc, on a connu la guerre froide, et peut-être que là, on va connaître une guerre... une guerre qui serait une guerre... quand vous regardez au niveau de la géopolitique, depuis très peu de temps, on a les Chinois qui sont passés devant le Japon, qui sont devenus deuxième puissance mondiale. Bien sûr. Donc il y a une course géopolitique, et on en parle d'ailleurs dans l'ouvrage Embarquement pour Mars. Il y a les pays du Moyen-Orient maintenant qui s'intéressent à Mars. Les Émirats Arabes Unis, c'est officiel. Donc on peut dire qu'il y a des pétrodollars, des dollars du monde du pétrole, qui vont aller dans la recherche spatiale et la recherche, la conquête de Mars. Et en 2021, il y a la sonde Hope comme espoir, sonde des Émirats Arabes Unis, où ils n'ont pas fait les choses à moitié, puisqu'ils ont une agence spatiale et ils ont un partenariat direct avec un institut de recherche qui se trouve aux États-Unis. Même chose, l'Arabie Saoudite vient de créer une agence spatiale. Donc, on se pressentait déjà un peu une guerre avec les Asiatiques. L'Inde, la Chine, le Japon. Maintenant, viennent d'autres pays, ceux du Moyen-Orient. Ce sont des pays qui ont de l'argent.
Voilà. Il faut en dépenser pour aller là-bas. Qui ont de l'argent. Alors c'est bien parce qu'ils mettent pas que leur argent dans le football ou pour acheter des aéroports. Nous, on est très heureux. Maintenant, ça va nous aider pour la recherche spatiale et la recherche martienne. L'idéal, ça serait que tous ces gens-là se mettent vraiment tous à travailler ensemble. Dans un seul but. Voilà. Alors, Mars alimente beaucoup de fantasmes. Galactus Loup Solitaire m'a posé une question sur le Facebook et même sur mon mail, qui ressemble un peu à celle de Jean-Luc. Quel est l'avis de Jean-François Pellerin sur toutes les photos de Mars qui circulent où on peut y voir des morceaux de structure, pierre, statue, visage, fake ou pas? Parce que c'est pas totalement idiot, toutes ces photos et tout ce que l'on voit. Parce que on peut imaginer, il y a de l'eau. On peut imaginer qu'en des temps très très anciens, la vie se soit développée sur Mars, peut-être même telle qu'elle est sur la Terre, qu'elle est disparue à cause de guerres nucléaires, ils ont peut-être fait des conneries qu'on est peut-être sur le point de faire. Oui. Alors fake ou pas d'après vous? Vous faites peut-être un peu allusion au fameux scénario de la planète des singes où oui, peut-être. On se retrouve dans une situation de... Mais pourquoi pas? Alors, il y a le visage, le site de Sidonia, vous savez qu'on parle beaucoup. Mais bon, je vous cache pas que nous, Mars Society, on n'est pas des super fanats de ces choses-là. Bah, j'imagine. Mais on regarde les images. Quand même. On voit les images. Il y en a des très intéressantes. Quoi. Oui, Curiosity, il y a pas très longtemps, a pris en photo une cuillère. Et vraiment la forme d'une cuillère. Donc on se dit, où sont les 11 autres cuillères? On aura envie de se dire... qu'est-ce qu'il y a eu il y a pas très longtemps? C'est une image d'un doigt où on voit les ongles. Hein. Alors nous, quand on voit ça avec du recul, on se dit... il y a peut-être eu de la vie. Je sais pas si on peut aller jusque-là, parce que... c'est troublant quand même. Oui, parce que nous, on est un peu, disons, dans un monde, dans une bulle où on est censé garder une crédibilité scientifique. Bien sûr, c'est sûr. Je sais que Clairvoy, il est passé il y a pas très longtemps... Sans complexe, il a parlé d'OVNI, de vie extraterrestre. Si j'avais un avis personnel, c'est clair que Mars, c'est une planète qui a plusieurs milliards d'années. Qui a été habitable, d'après vous? D'après ce que l'on voit? Qui a pu avoir des conditions d'habitabilité à un moment donné, mais dont le processus n'a pas été très loin dans le développement de la vie, et qui s'est stoppé à un moment donné par des sécheresses ou d'ailleurs il y a des théories qui indiquent qu'actuellement où se trouve Curiosity, le fameux cratère de Gale qui fait 155 km de diamètre, le Curiosity, il est carrément dans une zone où on pense qu'il y a eu un véritable lac, puisqu'au niveau érosion, on retrouve des rochers, on retrouve des cailloux, un peu comme des galets d'Étretat. Hein. Donc, comme s'il y avait eu un véritable écoulement de l'eau, un écoulement tel que on peut distinguer des zones de sédiments de petits cailloux et des zones de cailloux beaucoup plus importants avec des strates où on sent qu'il y a eu un écoulement probablement avec un débit important même. Donc, on est persuadé d'une chose sur Mars, c'est qu'il y a de l'eau et probablement que l'eau on pense qu'elle pourrait être légèrement comme des nappes phréatiques, peut-être légèrement en profondeur. D'accord. Hein, et que de façon intermittente, il y a de l'eau légèrement ruisselante qui contiendrait des... En fonction des saisons, j'ai vu ça. Voilà, en fonction des saisons. Et avec le perchlorate, avec ça jouerait un peu le même rôle que lorsqu'on met du sel sur du verglas ou de la neige. D'accord. Hein. Okay. Donc, il y aurait des périodes de léger ruissellement avec des modifications qu'on arrive vraiment à visualiser, mais on n'en est pas au débit à l'Amazone. Hein, on n'en est pas à... Mais on n'exclut pas le fait qu'il y ait pu y avoir abondance à l'époque, qu'il se soit passé un processus humain, terrestre, ou ce que vous voulez, enfin en tout cas pas naturel, ou un processus naturel. Nous on va bien mourir, un jour la Terre va disparaître. Donc il va bien y avoir un processus naturel. On peut pas exclure ça. Est-ce que vous à la Mars Society par exemple, vous vous posez cette question? Est-ce que c'est quelque chose qui... Parce qu'on a toujours la sensation que quand on parle de ça, on est pris pour des fous. Mais on peut imaginer quand même que ce qui va se passer sur Terre dans très longtemps, ça s'est peut-être passé sur Mars à une période. Oui, c'est possible que sur Mars... Est-ce que les ingénieurs, en tout cas les scientifiques, peuvent l'imaginer?
ou travaillent dessus, j'imagine, pour essayer de comprendre. Ben, il y a des personnes qui y réfléchissent, qui y pensent, mais c'est vrai que l'homme de science, par définition, c'est comme j'avais dit une fois en passant en radio, le commandant Jacques Crine, ancien de la patrouille de France, il est resté 30 ans avant de dire qu'il avait vu un phénomène en ufologie. Un ovni. Voilà, un ovni. Voilà. Donc peut-être qu'il y a des scientifiques. Vous êtes en train de me dire que peut-être qu'il y a des scientifiques qui ont des convictions sur certaines choses, oui, mais qui n'osent pas en parler aujourd'hui. Oui, c'est très possible. Oui, c'est très possible qu'on soit dans une omerta. Non, mais dans un discours policé, cartésien, d'une science cartésienne. C'est un peu dommage, ça d'ailleurs, parce que bon, la Mars Society, c'est clair que si on commence à nous parler de petits hommes verts et autres. Mais pourquoi on dit toujours petits hommes verts? Parce qu'on vous connaissez pas l'anecdote des petits hommes verts? En fin de compte, c'est des singes qui ont été peints en vert, et c'est un gag qui a été monté pour faire venir la presse. Et on a fait croire que donc il y avait des êtres qui étaient d'ailleurs et qui étaient verts. Et qui étaient en vert. Et depuis cette histoire, on dit petits hommes verts. C'est ridicule. Voilà. Parce que ça a stigmatisé l'ufologie, ça a stigmatisé la vie probable sur. De toute façon, les agences spatiales dans ce domaine-là, avec le GEPAN et autres. Ça changeait d'ailleurs plusieurs fois de nom. Le CNES a passé des années et des années à mener des recherches, et ils savent que sur 100% de cas, il y a toujours 3, 4, 5%, quelquefois jusqu'à 10% d'inexpliqués. Où on n'est plus dans le cartésien, on n'arrive plus à expliquer. Ouais. Donc il y a des gens qui travaillent là-dessus, mais dans la philosophie Mars Society, on évite d'aborder tout cela. Voilà, on évite d'aborder ça. Parce que on s'est aperçu déjà avec Mars One. L'autre jour, il y a eu aussi une campagne de buzz. Je sais pas si vous avez vu sur Internet, soi-disant qu'on avait trouvé les budgets d'un vol habité en 10 minutes chrono parce qu'on avait trouvé une bière sur Mars. Il y avait de la bière sur Mars. D'accord. Voilà. Donc on est très prudent avec ça. Déjà, c'est tellement difficile de faire passer dans tous les cerveaux, chez les politiques, chez les contribuables, chez le grand public, l'idée qu'un jour, on va emmener des gens sur Mars. Ouais. Et que, donc, ça voudra dire une chose, c'est qu'on va s'engager au niveau budgétaire avec des budgets constants et réguliers pendant une quinzaine d'années. Ouais. Et il va falloir certainement une coopération internationale, et ça sera le challenge du 21e siècle. Donc c'est pour ça, nous, Mars One, on a été très réticents avant de prendre position sur Mars One. Ça nous a porté pas un discrédit, mais ça nous a mis dans une situation où on parlait plus de gens un peu farfelus, entre guillemets, pour pas leur faire trop de mal, puisqu'on parle d'eux. Bon, on parle d'eux. Ils ont réussi quand même une chose. On va dire une chose, à faire le buzz sur une chose, à savoir parler du vol martien habité. Voilà. Mais ils ont quand même, nous, on a quand même pris conscience, c'est que partout où on passait en radio, en télévision, on n'arrêtait pas de nous poser des questions. Est-ce que, pourquoi on ramène pas les astronautes qui iront sur Mars? Comme s'ils étaient persuadés que c'était un scénario de la NASA, que c'était un scénario de la Mars Society, que c'était un scénario de science pure et dure et d'ingénierie viable. Alors que vous regardez leurs chiffres, 6 milliards, c'est ce qu'ils annonçaient en 2024 pour aller sur Mars. 6 milliards, c'est 2,5 fois le poids du rover Curiosity. Hein? Un homme sur Mars, nous, avec nos scénarios bien optimisés, où on fabriquerait du carburant sur Mars pour un véhicule retour, c'est 150 à 200 milliards. Bon, par rapport à la guerre en Irak, c'est pas grand-chose. Hein. Le spatial, par exemple, on a toujours tendance à penser que ça coûte cher. Les boîtes de canigou pour les chiens, ça coûte plus d'argent en dépenses en France que le coût de l'astronaute et du vol habité. Ah oui, d'accord. Hein. Donc, ça, c'est un peu un combat qu'il faut mener par rapport à certains grands médias, si vous pouvez le mener. C'est que très souvent, on donne toujours le prix de la facture dans la conquête de l'espace. J'aimerais tellement... je vous avais parlé de mon fameux deuxième livre sur les inventions. C'est ça. Voilà, les inventions tombées du ciel, préfacées par Jean-Loup Chrétien. Si on va sur Mars, c'est aussi pour cette raison. C'est qu'on va innover, on va se surpasser, on va créer des nouveaux métiers, on va mobiliser toutes les forces vives de tous les pays qui ont une agence spatiale. Ça sera un challenge tellement extraordinaire qui nous dépasse.
c'est gigantesque, un projet de la sorte. Quand vous pensez que rien que sur l'Europe, vous avez 20 millions de chômeurs, vous vous rendez compte, si on peut créer une machine à la John Kennedy, comme à l'époque d'Apollo, où on a créé près d'un demi-million de cadres, ingénieurs et ouvriers, donc d'emplois uniquement pour l'objectif aller sur la Lune. Bien sûr. Donc Mars, c'est beaucoup plus ambitieux. Pour donner un ordre d'idée, la Lune, c'est 3 jours. Mars, c'est 6 mois. On peut descendre légèrement avec une propulsion plus avancée. Mais on n'est pas dans le même ordre d'idée. Non, c'est pas si on faisait pas dans le même cours. Je vais prendre juste une image. Louis Blériot, dans l'aéronautique, il a mis une demi-heure pour traverser la Manche en 1909. 18 ans plus tard, Charles Lindbergh mettait 33h30 pour faire plus de 6000 km, pour faire New York, le Bourget. Donc nous, avec la Lune, on a fait Blériot, et il faut qu'on fasse Lindbergh. Oui, c'est ça, Donc il faut y aller par étapes. C'est un peu le discours de Thomas Pesquet. Il utilise ce discours-là, d'ailleurs. Alors, Thomas Pesquet qui sera le prochain Français à grimper dans l'ISS. On aura l'occasion peut-être d'en reparler ici. On lui lancera une invitation, c'est sûr. Dans un instant, on va faire un petit break. Dans un instant, on se retrouve. Il y a une question de Christophe qui dit: depuis la découverte de l'eau sur Mars, est-il possible de terraformer Mars pour en faire une Terre bis? Vous y répondrez dans quelques instants. Réaction, commentaire comme d'habitude via les réseaux sociaux. Le Facebook est à votre disposition, le Twitter, tweetez. Vous pouvez également utiliser mon mail bob@btlv.fr pour poser vos questions. Pipo Bimbo à la régie, on fait un break. Oui, l'eau... Le live BTLV à suivre en son et en images sur btlv.fr. Alors, vendredi, il y a sur BTLV TV un nouveau talk show avec Philippe Baudouin. Écoutez-le, il est très content d'être avec nous. Bonjour, je suis Philippe Baudouin et je vous propose qu'on se retrouve pour parler ensemble de l'ouvrage de Thomas Edison, Le Royaume de l'au-delà, que j'ai préfacé aux éditions Jérôme Millon. Et puis on essaiera de s'interroger un petit peu sur son obscur projet de machine nécrophonique, une machine pour enregistrer la voix des morts. Sublime émission. Alors si vous êtes fan du contact avec les défunts, alors là on prend ça avec le regard d'Edison et son envie de communiquer avec les morts. Philippe Baudouin, c'est 21h vendredi. Autre chose très importante, vous le savez, c'est à la fin du mois qu'on va vous proposer KundaliniPeople.net, un site de rencontre. KundaliniPeople.net, le premier site de rencontre entre personnes éveillées. Amitié, partage, amour, rencontrez enfin des hommes et des femmes qui vous ressemblent. Inscrivez-vous gratuitement dès maintenant sur KundaliniPeople.net ou directement sur btlv.fr. Près de 4000 personnes déjà inscrites sur KundaliniPeople.net et peut-être vous bientôt. En tout cas, c'est peut-être l'occasion de ne pas passer Noël tout seul, entre amis ou peut-être même avec quelqu'un que vous aurez rencontré sur KundaliniPeople.net. Ou que vous soyez très important, l'appli mobile. Pourquoi? Pour regarder ou écouter BTLV en toutes circonstances et n'importe où aux 4 coins de la planète. Elle est gratuite et vous pouvez l'utiliser sur Windows Phone ou encore Apple, donc iPhone, etc. Le live BTLV, réactions et commentaires sur le Facebook Bob vous dit toute la vérité et Twitter #BTLV. Il m'a apporté ce livre incroyable, Embarquement pour Mars. Il sort le 29 octobre. J'ai une première dédicace. Il ne l'a pas encore dédicacé. C'est Jean-François Pellerin, mon invité. Un livre coécrit avec Richard Henman, Alain Souchier et puis toute l'association de Planète Mars. Un bouquin préfacé par Thomas Pesquet, donc le prochain Français dans l'ISS. La question de Christophe, depuis la découverte de l'eau sur Mars, on sait très bien qu'aujourd'hui, on peut changer l'eau salée en eau potable. Est-ce qu'on peut imaginer que, alors peut-être pas terraformer comme comme on l'imagine, refaire une deuxième Terre, mais est-ce qu'on peut imaginer une base sur Mars un jour et pas dans 100 ans? Alors, au niveau base, si on raisonne base, pour l'instant, la tête de pont, c'est une station autour de la Terre, donc c'est une première base. Ce qui s'envisage à terme dans les décennies très proches, c'est certainement une base sur la Lune, face cachée pour de la radioastronomie, pour pas être perturbé par les ondes radioélectriques. Viendra ensuite, comme dans le film Seul sur Mars, une base martienne.
C'est pour ça qu'on a beaucoup de simulations et d'essais dans des bases analogues un peu partout. D'ailleurs, Mars Society, on a 2 bases scientifiques, une dans l'Utah et une dans le Nord Canada. D'accord. Et en 2017, on a une mission Mars Arctique 365, où on a un équipage dont un Français qui passera 1 an en simulation. Alors, une base martienne et parler de terraformer, bon, c'est clair que nous, si on donne un point de vue Mars Society, pour notre ouvrage, on a réduit un peu ce sujet-là, de crainte de passer un peu trop pour des gens beaucoup trop en avance, et voire même un peu illuminés. D'accord. Alors, il y a un autre livre, Cap sur Mars, du boss américain de la Mars Society, qui s'appelle Cap sur Mars, qu'il a écrit et traduit en plusieurs langues dans le monde, qui parle un peu de toutes ces choses-là. Nous, on en parle juste quelques pages. Mais il faudrait certainement des siècles, voire des millénaires, pour rendre habitable la planète Mars. Pour pouvoir se dire, un jour, l'astronaute, il défait son scaphandre, il aura une période encore avec un petit masque de protection, et après, il pourra se mettre à respirer. Et pour faire tout ça, il faut pas oublier, c'est qu'on part quand même d'un existant. Mars, 95% de CO2, 3% d'azote. Bon, c'est dur pour nous. Bon, on démarre quand même avec une situation. On sait qu'il y a de l'eau, on sait qu'il y a de l'eau à l'état liquide. Les grandes étapes futures, c'est d'aller en profondeur, descendre en profondeur. S'il y avait une nappe phréatique, on parle d'un sol par période, quand ça chauffe bien avec le soleil, d'un matériau un peu spongieux. Hein, le ruisselant, c'est vraiment entre guillemets, hein, quand on dit ça. Hein, c'est pas des petits ruisseaux et puis des petites. Bon, donc un jour, on peut envisager, mais c'est à l'échelle de siècles et de millénaires. Hein. Là, si vous regardez avec du recul, ça fait quoi? Ça fait 55 ans qu'on envoie des astronautes. Ça fait que 55 ans. Donc on a très peu de recul. Si vous regardez, si on c'est tout neuf. Hein. Si je relisais des éléments en prenant un café avant de venir vous voir. Vasco de Gama, où les grands explorateurs faisaient déjà entre l'Amérique et les Indes, il y avait 800 jours de voyage, dont 500 par la mer, 300 par la terre. Bon, là, on a eu un... C'était sur Terre. Voilà, c'était sur Terre. Là, on a eu un Russe qui a passé 879 jours, qui est rentré en septembre, en 5 missions. C'est la durée d'une mission martienne. Bon, c'est clair que quand il y aura une base martienne, alors pour contrer et puis les objections de Mars One, à savoir qu'on ne ramène pas les équipages, pour nous, c'est de la totale. C'est inenvisageable. C'est totalement inenvisageable. Imaginez si on avait fait l'Everest sans que les hommes ne reviennent. C'était totalement inconcevable. On a besoin d'un retour d'expérience. On a besoin de savoir tout ce qui a fonctionné et tout ce qui n'a pas fonctionné. Psychologiquement, on imagine que les gens qui vont partir, c'est compliqué quand même, parce que, allez, 18 mois, alors je sais pas combien ils seront, mais on n'a pas intérêt à se planter avec l'équipage, parce que ça peut être violent. Parce que moi, j'ai regardé sur RMC Info, très sympa, un truc sur la conquête spatiale, sur les astronautes, et l'humain est très important. Si vous entendez pas avec quelqu'un et vous partez 18 mois vers Mars, c'est difficile, hein. Alors le facteur humain est essentiel, ça c'est clair que on le voit dans le film Seul sur Mars. D'ailleurs, ils reprennent des ingrédients un petit peu des scénarios de vol martien. On s'aperçoit qu'ils ont pris un équipage de 6 personnes, mixte. Ah, parce qu'il faut du sexe quand même au bout de 18 mois, sinon les mecs ils sont sur les dents quand même. Alors ça, dans le spatial, c'est un sujet tabou. Pas tabou. Est-ce qu'il y a eu du sexe d'abord déjà de tester dans le très certainement, certainement. Quand même. Mais obligatoire. Mais c'est un sujet à la NASA où c'est un dossier qui a une classification particulière. Et il y a des gens qui savent des choses. Mais tout le monde n'a pas accès à ce type d'informations. Le sexe en apesanteur, Jean-François, ça doit être quelque chose. Donc c'est clair qu'on est, mais on pense que au niveau de la biologie, on pense qu'au niveau des rapports humains, ça doit être très particulier d'être en absence de gravité. Alors sur Mars, il y aura, faut peut-être le rappeler, 1/3 de pesanteur. Comme vous voyez dans le film Seul sur Mars,
l'engin qui s'appelle Hermès, comme la fameuse navette Hermès d'il y a 20 ans. Vous voyez, on reprend des termes. On voit une gravité artificielle, parce que 6 mois sans pesanteur, bon, il y a un certain nombre de problèmes, hein, où il y a une perte osseuse de 1 à 2% par 30 jours, etc. Ouais. Donc ça sera certainement international, le vol martien, mais dans un premier temps, Mars 500, il y avait plusieurs cultures. Hein, il y avait 3 Russes, il y avait Romain Charles qui a signé notre postface français, un Italien, il y a un autre, donc il y avait 3-4 cultures, et souvent ils parlaient en russe, mais quelquefois il y a des choses qu'ils ne comprenaient pas, parce que un exemple de ce que disait Romain Charles, par exemple, la culture française en gastronomie est très particulière. La durée d'un repas en France, c'est très long. Ah bah oui. Et dans un repas, par exemple, Romain Charles, par exemple, vous déjeunez avec des Russes, ils comprennent pas que vous ayez envie de parler. Eux, ils sont là pour manger, et après on se met à parler. Ah bah nous, mais il faut leur apprendre la vie quand même, c'est russe, merde. Nous, on est dans un du monde... pinard, on rigole, on parle. On est dans un monde d'une convivialité, et si vous regardez dans les statistiques du temps passé à déjeuner et à table du français, et regardez, moi j'en souris des fois avec la famille, souvent... Dans nos albums de photos de famille, on est toujours à table. On est souvent à table. Vrai, et les gens, ils nous disent, mais c'est marrant. Faites que bouffer. Vous passez votre temps à manger. Parce qu'il y a des photos, des repas. Alors, ça, c'est une question qui est soulevée dans le film Seul sur Mars. Parce que dans le film, il n'a plus que 30 jours de survie, après avoir été laissé et abandonné par l'équipage. Et pour survivre, il va essayer de cultiver la Terre. Est-ce que, et il fait des patates, est-ce qu'il est possible de cultiver la Terre martienne ? Alors, ça, effectivement, ça nous a été posé la question en avant-première. Les biologistes et ceux qui travaillent dans ce domaine-là disent que le problème d'une culture in situ directement avec le sol martien, on a un problème, c'est qu'il y a une nocivité, il y a des perchlorates, donc on peut pas... C'est acide, ça. Voilà, on peut pas... utiliser directement le terrain. Le sol. Il faut le transformer. Voilà, il faut le transformer. Ou alors, la deuxième solution, c'est sous serre protégée, c'est de faire des cultures, ce qu'on appelle sur terre hydroponiques, c'est-à-dire sans terre, hors sol, quoi. Hors sol. Comme on dit des tomates aujourd'hui, etc. Mais ça va pas donner la même saveur pour les tomates, ça donnera pas la même saveur pour les... Mais on pourra manger quand même, on pourra se nourrir. Voilà, on pourra se nourrir quand même. Petit détail du film, à un moment donné, il parle des déjections humaines. Pareil, il y a des choses nocives dans les déjections humaines qu'on ne peut pas mettre... comme pour faire de l'engrais, c'est ça. C'est pas ce qu'on a avec les animaux, par exemple. C'est pas du crottin de cheval. C'est ça. Donc les déjections humaines, et à un moment donné, il utilise le mot chier en matière de science, c'est un double sens, parce qu'il utilise les déjections humaines, et en fin de compte, il est en train de tuer ces plantes de culture, parce qu'il y a des perchlorates, donc ça c'est totalement faux, on peut pas. Donc en matière de c'est un film avec beaucoup d'humour quand même, parce que à un moment donné, il y a une réplique extraordinaire, parce qu'il arrive à finalement cultiver, donc il a colonisé Mars, finalement, et il dit dans ta face, Neil Armstrong. Ça, c'est génial. Oui. Et je trouve que c'est un vrai clin d'œil, quoi. Mais c'est un clin d'œil un petit peu de la révolution. Je parlais de révolution copernicienne, c'est que pendant très longtemps, la Terre, c'était le centre de l'univers, le centre du monde. Les Athéniens croyaient, les Égyptiens. On a eu ensuite Copernic, Galilée. Il y a le fameux Bruno qui était même brûlé sur un bûcher parce que on parlait d'héliocentrisme et non plus de géocentrisme. On a été sur la Lune. Après la Lune, on est resté 40 ans autour de la Terre. On va certainement en 2025 avec les Chinois revenir sur la Lune et ensuite aller sur Mars. Mais ça va être une révolution parce qu'on va sortir de ce géocentrisme à l'excès. On n'arrête pas d'avoir un discours d'autoprotection, l'homme détruit sa planète, attention, la Terre se réchauffe. On est quasi, pas obsédé, mais il y a de l'intégrisme par rapport à ce courant de pensée. Il y a bien évidemment du vrai. Depuis l'ère industrielle, il s'est passé des choses par rapport... Mais dans toute l'histoire de la Terre, il y a eu des modifications de cycle, il y a eu des réchauffements, des glaciations, etc. Il y a des nuages sur Mars, parce qu'on nous dit justement, Virginie dit, est-ce qu'il y a des nuages
Parce qu'on a vu sur Pluton qu'il y a eu une information très importante. On disait que le ciel était bleu. Alors, est-ce qu'elle est rouge, la planète Mars? Et est-ce qu'il y a des nuages? Alors, elle est rouge. Déjà, pourquoi elle est rouge? Déjà. Oui, la question, pourquoi elle est rouge? Et pourquoi serait-elle rouge, d'abord? Alors, pourquoi elle est rouge? Parce qu'il y a de l'oxyde de fer. D'accord. Et deuxième chose... Donc on peut jouer au tennis, on peut faire de la terre battue. Oui, on peut faire de la terre battue. C'est ça. Ça ferait plaisir à l'ancien Björn Borg, qui adorait la terre battue. Donc, oxyde de fer, donc elle est rouge. Vue par l'intermédiaire d'un télescope, on est plus dans une situation d'une couleur orangée. D'accord. Bon, et il y a un côté un peu dans le ciel d'un léger rose qui est lié à la très forte présence de CO2. D'accord. Je vous ai dit tout à l'heure 95%. 95%. Donc voilà un peu comment sont les couleurs. Et il y a des tempêtes martiennes, mais pas du même ordre que celles dans le film. Là, on va complètement dans un domaine de l'extrême. Comme je vous ai dit, il y a très peu de pression. On a déjà observé pas des vents de sable, je sais pas comment on pourrait dire le terme, je trouve plus le terme, mais on a déjà observé on a observé au sol des tempêtes, des mini-tempêtes, des mini-tempêtes, à tel point que ça a été très utile pour les informaticiens, les énergéticiens et les spécialistes des panneaux solaires d'Opportunity. Ils étaient pleins de poussière, donc ça fonctionnait plus en énergie. Par chance, les tempêtes ont balayé la poussière. Donc c'est reparti. Et c'est reparti depuis 12 ans, 43 km, grâce aux tempêtes martiennes. Alors celle du film, elle est exagérée. Celle du film, elle est exagérée. Jusqu'à quitter Mars. On est dans le cinéma aussi. Donc, voilà. On est dans le cinéma. Il y a la dramaturgie, regardez, etc. je ne sais pas si vous vous souvenez déjà de la tempête en France en 99. On était entre 145 et 190 km/h. Là, dans le film, on est à quasi 300 à l'heure. On est dans un ordre d'idée qui est quand même un peu... Alors, Jean-François Pellerin, une question arrive. C'est Mathieu qui voulait me la poser. Elle vient sur mon mail. Sur ton mail, exactement. Alors, apparemment, il y a eu un soldat d'élite génétiquement modifié qui avait travaillé et combattu des extraterrestres sur Mars dans les bases américaines. Qu'en pense Jean-François? Je crois que ça, c'est extrait d'une émission qu'on avait ici. On a quelqu'un qui a interviewé un ancien militaire qui prétend être allé sur Mars et qu'il y a... Alors, la question, elle est à double sens. Qu'en pensez-vous? Et surtout, est-ce qu'on peut imaginer qu'il y ait une exploration spatiale à deux vitesses? Celle du grand public et une exploration spatiale militaire, avec des avancées technologiques incroyables qui permettraient peut-être, sur d'autres plans, de se balader et d'occuper des espaces que le grand public ne connaît pas. Vous pensez un peu aux théories de quelqu'un comme Jean-Pierre Petit. Oui, entre autres. Où lui, il penserait que on teste quasi au quotidien des armes et des engins totalement hypersoniques, dont on ne nous parle pas. Et qu'il y aurait deux vitesses, en fin de compte. La magnétisation hydrodynamique, par exemple, on en a parlé avec lui. Mais là, ce militaire, face caméra, dit je suis allé sur Mars, l'armée américaine, je suis allé sur Mars, voilà ce qui se passe, c'est quand même dingue que ce mec-là dise ça. Alors, on peut imaginer aussi qu'il y a du fantasme, il peut y avoir plein de choses, mais est-ce qu'on peut imaginer une NASA à deux vitesses? Une NASA à deux vitesses. Ou alors même une autre organisation. Une autre organisation. Militaire, totalement militaire. Le problème, ce qu'il faut bien voir, c'est que on a un droit spatial qui régit toutes les activités spatiales. Une moindre expérience, par exemple, de destruction d'un satellite par un missile depuis le sol, comme en 2007 par les Chinois, ça se détecte quasi instantanément. On observe de très près, par exemple, le programme iranien. On s'est aperçu que le programme est déguisé. On a voulu faire croire que c'était du spatial, avec un singe qui a fait un vol suborbital, etc. On a eu des photos et on s'est aperçu que ce singe-là avait rien à voir avec celui qui avait volé. Enfin, il y avait une propagande. Moi, je reste persuadé d'une chose, c'est que on est en permanence, pour les grands acteurs du spatial, sous contrôle de l'autre. On contrôle en permanence ce que fait l'autre. On sait en permanence ce qui se fait.
Donc moi je suis persuadé que c'est quand même difficile d'imaginer de telles choses. Puis je pense aussi à une chose, c'est que je vais me faire un peu taper sur les doigts parce que mon président Alain Souchier, ingénieur en propulsion spatiale, programme Ariane, Mars Society, nous sommes des cartésiens. Ouais. Mais c'est très possible qu'il y en ait quelques-uns dans leur coin qui aient des avis personnels. Ouais. Sur Jean-Pierre Petit, je pense à titre personnel, mais ça n'engage que moi, que probablement qu'il y a des choses de tester dont on nous parle pas. Ouais. On arrive bien à faire des choses, c'est piloter des drones à 20 000 km de distance, et il y a peut-être des engins à des vitesses de 5, 6, 7, 8 fois la vitesse du son. Mais là, on rentre dans des domaines où on est plus dans le cartésien. Et puis moi, je suis comme Michel Chevalet, je suis attaché à une image, journaliste scientifique. Ouais. Et si je la fais bouger, cette image, si je bouge le curseur, alors il faut pas que je le fasse en télé. Je vous avais déjà parlé de choses en radio, mais je suis obligé de garder un curseur, bien sûr, à la fois pour la Mars Society. Et pour la crédibilité de votre métier, puis de la Mars Society, tout ça, parce que même si on envisage personnellement des choses, on est obligé de rester dans un cadre, enfin, ce que vous êtes en train de me dire. C'est pas qu'on est obligé de rester dans un cadre, mais c'est que moi, en ayant écrit ce livre-là, j'engage la responsabilité des 17 personnes qui ont écrit avec moi. Donc, s'ils m'entendent dire des choses qui sortent d'un contexte de science, de technologie, d'ingénierie, ils vont me dire, mais attends, t'as dit n'importe quoi. C'est pas ce qui est écrit dans le livre, et t'as pas de preuve de ce que t'avances. Nous, on est au CNRS. Si on commence à jouer au Jean-Pierre Petit, on va avoir des pressions, etc. Donc, on garde une crédibilité. Ça tient depuis. Pourtant, Jean-Pierre Petit est un scientifique. Quand même. Oui, c'est un scientifique. Oui. Il a été malmené. Hein. Mais il a été malmené. Parce qu'il a ouvert sa bouche. Ah, c'est comme Jacques Crine, Patrouille de France. Pourtant, c'est pas n'importe qui ces gens. C'est pas n'importe qui. Donc on pourrait peut-être envisager de prendre en considération leurs paroles, peut-être. Sauf que ça a été un peu déformé et très très vite bousculé. Bien sûr. Parce que Jacques Crine, patron de la Patrouille de France, pilote de chasse, c'est pas n'importe qui. Moi, je l'ai eu plusieurs fois à ce micro. Bon, on lui tape pas dans le dos, quoi. Donc, c'est très sympathique. Donc, j'ai discuté avec lui. Il est membre de l'association des journalistes professionnels de l'aéronautique et de l'espace. Incroyable. Bon, mais là, ça reste des choses. Donc, ce sont des gens qui travaillent dans des domaines. Mais moi, qui se permettent peut-être d'aller plus loin plus loin, mais le problème, c'est que moi, à titre personnel, je n'ai pas de compétences dans ce domaine-là. J'ai lu, il y a très longtemps, quand j'avais 20 ans, des livres de Jean-Claude Bourret dans les grandes enquêtes. Alors Jean-Claude aussi, il est très intéressant sur les ovnis. Bon, il s'est retrouvé directeur communication de la gendarmerie nationale. Mais il est toujours, je crois. Et toujours, je crois. Bon, donc moi, j'ai eu cette période de curiosité, c'était il y a 30 ans. Mais actuellement, je sais pas, vous avez reçu Michel Chevalet, est-ce que vous avez réussi à le mettre sur ce terrain-là? Il est Michel, il est très effectivement dans les clous. Hein. C'est-à-dire que hors caméra, hors micro, il vous a peut-être donné un avis? Non, du tout. On est vraiment resté dans le cadre et passionnant, donc, parce que je me souviens. Moi. Donc moi, comme Michel Chevalet, qui je sais a sa société pas loin de chez vous. Je fais en sorte, c'est de rester dans le cadre. Voilà, pas dans le cadre, dans les clous, en ayant une curiosité, une ouverture. J'entends, je vois des choses, etc. Mais je dois préserver. Imaginez-vous, tellement c'est complexe de se faire un nom. Moi, j'étais à Ariane Espace, à l'aérospatiale, de se faire un nom, par exemple, d'écrivain scientifique ou de journaliste scientifique. 8 ouvrages en 9 ans et demi. Si jamais je dérive de cette démarche-là, il y a plein de gens qui vont plus me suivre. Alors, ou alors il y a des gens qui vont me suivre, mais c'est pas les mêmes. Mais ça sera pas les mêmes, et on va mettre une étiquette, et j'aurai plus accès à des préfaces d'astronautes, j'aurai plus accès à des tables rondes, j'aurai plus accès à des conférences de presse, à des colloques, Pourtant, Jean-François Clairvoy envisage facilement une vie extraterrestre. Vous l'envisagez, vous, ou pas? Mais moi, je vous ai déjà répondu en mode radio, par le micro.
Moi, je crois à l'existence d'une vie extraterrestre ailleurs. Hein, Pas dans notre système solaire. Ça me paraît difficile dans le système solaire parce que déjà, c'est pas très grand. Ouais. Moi, je pense que il y aurait une vie. On peut tout à fait imaginer une exoplanète, une Terre bis. D'ailleurs, il y en a une, je n'ai plus son nom, d'ailleurs c'est des noms codés, hein, c'est jamais facile à retenir. On aurait retrouvé une planète dans la même zone d'habitabilité par rapport à son étoile Soleil, et elle aurait à peu près la même masse. Donc on est vraiment en train de mener des recherches dans ce sens-là. Ouais. Donc moi, je vous avais dit une fois, compte tenu du nombre déjà d'exoplanètes, on est autour de 1800, ça fait 20 ans qu'on a trouvé la première exoplanète. C'est beaucoup, hein, quand même. C'est énorme. Ouais. Moi, ça a été une révolution copernicienne. Les Suisses, en 95, ils découvrent des planètes hors système solaire. Ouais. Dans les années 30, on a découvert des premières galaxies hors de la Voie lactée. La prochaine révolution copernicienne, c'est la civilisation multiplanétaire. On pourra dire, on a des gens sur Terre, on a une base sur la Lune, comme on a une base en Antarctique et au niveau des pôles, et on aura ensuite une base martienne, on sera multiplanétaire. Mais pour moi, je vous l'ai dit, ça me paraît inconcevable, compte tenu de l'immensité, du gigantisme de cet univers, et plus on l'explore, donc il y a le télescope spatial Hubble, bientôt on va avoir le télescope James Webb, donc on repousse à chaque fois notre domaine visible de l'univers, donc on n'a pas fini d'en découvrir des choses. À propos de télescope, il y a Kepler, ça a fait le buzz sur la toile, et mais pas que la toile, les médias mainstream l'ont relayé, TF1, l'Express, le Figaro, tout le monde y a... Il capte quelque chose à 140 millions, je crois, d'années-lumière. Je ne sais même pas tellement c'était la distance. J'avais l'impression que j'irais jamais en scooter. Mais donc voilà. Mais et il y a quand même les scientifiques qui disent on voit une structure énorme, on pense à un amas de poussière, mais il ne faut pas inenvisager la méga structure extraterrestre. Truc de dingue. Du coup, ils se sont rapprochés de SETI, dont le boulot c'est d'aller chercher une vie extraterrestre, en tout cas des infos concernant celle-ci. C'est énorme, ça. Alors, est-ce qu'il y a le buzz? Est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est vrai? C'est la NASA qui balance ça, quand même. Mais le buzz existe à tous les niveaux. C'est comme nous, on met dans la dernière minute dans notre ouvrage l'eau salée, et on explique bien que l'eau salée, on le savait depuis plusieurs années. Là, c'est une confirmation officielle par une action de communication de la NASA, parce que ça a été confirmé par Mars Reconnaissance Orbiter, qui est capable de voir des choses avec précision, à tel point qu'ils ont repéré, par exemple, Beagle 2, un engin dont on avait cru qu'il s'était crashé. C'était un engin britannique rattaché à une sonde européenne. Donc il y a eu un vrai atterrissage européen sur Mars, mais il y a eu coupure des transmissions, et on a retrouvé les panneaux solaires ouverts, et grâce à ces images-là, de même que cet engin, le MRO, a été capable de filmer la descente sous parachute de Curiosity, et il a été capable aussi de filmer les 2 sondes Viking d'il y a 40 ans. Mais attendez, parce que là, vous me dites... Alors, on le savait déjà depuis 2011. Mais ça veut dire que peut-être qu'aujourd'hui, les agences spatiales européennes, américaines, savent des choses et attendent juste la confirmation. Mais c'est parce qu'il y a un processus de communication pour la NASA dans le domaine de l'ingénierie, des sciences, de la technologie qui est très particulier. C'est que là, on est en fin d'un processus et d'un cycle. On va avoir la fin de la présidence Obama. On sait que si c'est Hillary Clinton qui suit derrière, il y en a certains qui ont des craintes parce qu'il y a un très gros lanceur style Saturn V qui est le Space Launch System. Et elle a son ami Larry Gaver qui pourrait devenir administrateur de la NASA. Et elle est contre ce projet. De l'autre côté, il y a le fils Bush. Il pourrait reprendre le projet de papa et du frère. Bien sûr. Alors, à propos de Bush, vous avez entendu la réaction de Bush lors d'une interview, enfin, une conférence de presse, parce qu'il soutenait Jeb Bush, qui est candidat à la primaire américaine, du côté des républicains. Quand on lui a posé la question sur les extraterrestres, le père Bush a dit « Les Américains ne sont pas prêts à découvrir la vérité ». Voilà, encore un truc de dingue. On voit Obama chez, je crois que c'est un talk show quelconque du